Bonjour Simone, bonjour Gaëlle et bonjour Nora. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler ensemble, toutes les trois, on va parler d'audace, on va parler de permissions pour les femmes, les permissions que les femmes surtout ne se donnent pas accessoirement. C'est un petit peu cette voix intérieure qui murmure en général aux femmes t'es pas assez prête, t'es pas assez légitime, t'as pas assez de diplôme, t'es pas assez brillante et que sais-je. Et de ce moment-là, on décide enfin de ne plus y croire, en tout cas que ce soit plus peut-être le fil directeur de notre vie. Et donc pour ça, on a la chance avec Nora et le plaisir d'accueillir en interview Gaëlle, donc Gaëlle Piton, qui est pour nous une personne très très lumineuse, qu'on est ravis d'accueillir, qui est engagée, qui est multicasquette. Et donc si ça te convient Gaëlle, je vais dans un premier temps, un petit peu te présenter de la façon dont on te perçoit, dont on t'a perçu. Et puis ensuite, je vais te laisser peut-être corriger et ajuster ce descriptif. Ça te convient ? Ça me convient parfaitement. Je suis très curieuse d'entendre justement. Donc, Gaëlle, tu es multicasquette. C'est la première chose déjà qui est assez folle quand on te découvre parce que c'est un peu antinomique avec tout ce qu'on peut croire, justement. Tu es journaliste, tu es sophrologue, tu es coach, diplômé de l'Université de Paris 8. Tu es artiste, tu es auteur et conférencière. J'espère que je n'ai pas oublié de casquettes. Et tu accompagnes aujourd'hui des personnes, des artistes, des hypersensibles, on peut dire aussi des rêveurs contrariés, ce qui vient un peu de notre premier échange et qu'on a adoré. Des rêveurs contrariés pour les aider à renouer avec leurs aspirations profondes. En tout cas, c'est comme ça qu'on t'a ressenti dans l'échange qui a structuré cette rencontre d'interview. Et puis, il y a une chose aussi qui est très, très importante pour nous et qui nous fait très plaisir, c'est que tu es aussi dans des engagements importants et qu'on tient à souligner, puisque tu as été notamment très longtemps dans la transmission en Seine-Saint-Denis, auprès de collégiens en ZEP et auprès de femmes de victimes de violences. Alors, par rapport à ce descriptif et à toutes ces singularités que tu dégages, nous, on t'a trouvé très brillante par rapport à tout ça. On te trouve très inspirante aussi. Et on aimerait bien voir un petit peu avec toi si tu peux nous accompagner dans ce podcast sur si je m'autorisais vraiment aujourd'hui à vivre pleinement ce qui m'appelle, comment est-ce que je m'y prendrais ? Est-ce que déjà ce descriptif te paraît relativement correct ? Oui, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir comment on est perçu parce que la question de la présentation, elle est vraiment, elle m'a beaucoup questionnée parce qu'effectivement, je suis tout ça à la fois et je pense que je fais tout ça avec la plus grande honnêteté. Il y a toujours quelque chose d'un peu suspicieux, mais que fait-elle? Est-elle autrice? Est-elle journaliste? Mais je suis tout ça à la fois et je suis très contente aujourd'hui d'avoir maintenu mon cap, d'affirmer d'être tout ça à la fois. Même si on dit il faut se nicher, il faut préciser, il faut beaucoup d'injonctions. Moi, j'ai toujours trouvé des ressources dans toutes ces casquettes. Il y a un grand mantra que je me dis tout le temps, c'est pas les œufs dans le même panier. C'est assez basique, mais en fait, ça m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Et je pense qu'une casquette nourrit les autres, etc. Donc oui, et puis merci de souligner mon engagement, parce qu'effectivement, il est très important. Je crois que c'est en ça qu'on s'est aussi bien connecté avec les Simone. Simone, qui est le prénom de ma grand-mère, hein, qui est une figure d'inspiration. Donc les choses n'arrivent pas par hasard. J'aime beaucoup donc le nom du podcast et l'énergie qui est aussi de montrer que là, on va parler à tout le monde de manière simple parce que ces disciplines du développement personnel, ces pratiques psychocorporelles ne sont pas réservées à une élite ou à une catégorie de gens. Et je pense que poser ça en préambule, ça peut relaxer un peu tout le monde. C'est génial que tu dises ça et merci de parler de relaxation parce qu'effectivement, on va être dans ce podcast sur l'esprit et sur le corps grâce à toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va pouvoir sortir cet épisode sur la période de Noël et on espère que ça va faire un beau cadeau justement aux personnes qui nous écoutent puisqu'on va aussi, c'est une petite surprise qu'on a vue avec toi et que tu as partagée avec nous, on va pouvoir faire pratiquer un exercice pendant l'interview. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on espère que du coup, tout le monde va pouvoir en profiter. J'espère aussi. Est-ce que tu veux bien nous donner une petite information de départ, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, effectivement, tu es multicasquette, tu es très accomplie dans de nombreux domaines, mais avant tout ça, puisque pour accompagner souvent des rêveurs contrariés, il faut
il faut l'avoir expérimenté. En tout cas, c'est un peu nous, notre sentiment pour avoir eu, Nora et moi, des reconversions personnelles aussi. Je pense que si on accompagne avec autant de cœur, c'est aussi parce qu'on l'a vécu. Est-ce que tu peux nous dire, dans ton chemin, avant d'être ce que tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qui étais-tu et qu'est-ce qui a été le moteur du changement? Oui, c'est un chemin. C'est très important déjà de reposer ça. C'est un cheminement. Et souvent, quand on parle d'artiste, là, je viens de faire un spectacle, on voit la partie émergée, en fait. Mais bien sûr que tout ça demande d'un travail. Et je dirais que, je suis partie de ma plus grande blessure. Moi, je suis convaincue que notre plus grand talent, il se trouve souvent dans notre plus grande blessure. En tout cas, il y a des choses à aller chercher là-dedans. Pas de vérité toute faite, mais voilà, dans les accompagnements, ça se vérifie assez souvent. Moi, je suis une danseuse contrariée. Donc, je suis partie en fait de mon propre chemin. Moi, je voulais être danseuse et la danse est vraiment au centre et elle est encore de ma vie aujourd'hui. Alors, c'était pas un rêve il y a beaucoup de petites filles qui veulent être danseuses. Moi, j'étais vraiment, ça m'animait, je rêvais danse, je buvais danse, je respirais danse. Hein. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'étais complètement à ma place. Mais pour tout un tas de raisons, mes parents, notamment, n'étaient pas d'accord avec cette carrière-là, puisque j'étais plutôt très bonne à l'école. Donc, la danse, c'est pas un métier. Et puis, un des obstacles qu'on m'a soulevé, c'était que je n'avais pas le corps d'une danseuse. Je crois que ça part vraiment de là. Donc, c'est, somme toute, assez violent. Pas le corps d'une danseuse classique, c'est évident, parce que je suis quelqu'un d'assez cambré, je suis une femme assez voluptueuse, voilà, mais avec des formes, quoi. Bon, voilà, ça a été ma croyance limitante qui a été le point de départ de tout mon chemin, de ma propre reconnexion à mon corps. Donc, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement complexé par tout un tas de choses, par mes fesses trop grosses, par mes bras trop longs, voilà, enfin, la liste est longue. Donc, à l'adolescence, en termes de confiance en moi, d'estime de moi, j'étais pas au top du top. C'est pas parti vainqueur. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai fait ce chemin de tête bien pleine, en fait. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai un chemin universitaire poussé. J'ai fait un doctorat de lettres à la Sorbonne, Hippocane, Cannes, la totale, hein, tu vois, que je regrette pas actuellement, mais je sentais bien que j'étais pas à ma place, quoi. Donc, au moment de soutenir mon doctorat, je me suis dit, en vrai, là, mon corps, et c'est encore le corps hein, qui sait tout, on y reviendra sans doute, mais j'étais pas heureuse, j'avais pas d'énergie, je broyais vraiment du noir, moi qui suis quand même quelqu'un d'extrêmement joyeux d'ordinaire. Et je me suis dit, là, il va falloir que je fasse la cassure, parce que c'est aussi comme ça, j'ai des choses assez brutales comme ça dans mon existence, des switches, et je saute en fait. Et là, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est travailler avec les danseurs. C'était pas être danseuse, hein, ça a mis un peu plus de temps. Et donc, j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mon doctorat, donc j'ai déçu énormément de gens qui croyaient en moi, mais moi, je savais que le chemin, c'était pas le mien en fait. Hein. Et j'ai commencé donc à pointer à l'époque à Pôle emploi pour avoir un contrat hyper mal payé. Je suis devenue intermittente du spectacle en travaillant auprès de compagnies en tant que production-diffusion. J'étais dans Londres, mais pour soutenir les projets. Et j'ai adoré faire ça. J'ai vraiment senti à ma place. Et ce jour-là, j'ai compris qu'être à sa place, c'est une quête, quoi. Et la place n'a cessé de s'affiner, puisque je crois que je me suis rapprochée, j'étais journaliste, spécialisée danse, tout ça. Et puis, j'ai découvert la sophrologie en partant en tournée avec les danseurs, parce que j'étais confrontée à des grands moments de stress, d'anxiété. Voilà, c'est la vie d'artiste, la vie d'artiste en plus de danseur, c'est la vie du corps quand même, donc c'était le corps exposé. C'est vraiment des vies difficiles, hein, même si on pense que c'est cool, on vit de sa passion, c'est des sacerdoces vraiment. Donc c'est pas toujours simple et je me demandais comment moi je pouvais les aider. Et en fait, en allant voir une sophrologue pour animer mon émission en direct à la radio en tant que journaliste, parce que j'avais un peu la trouille, je me suis dit ce jour-là que j'avais compris que le truc, c'était la sophrologie. Donc, au départ, pas du tout pour être sophrologue, c'est-à-dire je voulais faire de la sophrologie avec les danseurs. Et puis le chemin, quand on tire le fil, nous emmène aussi. Il faut accepter moi, j'ai foi vraiment en ce chemin, il faut accepter de se laisser porter aussi. Et au résultat, j'ai écrit un livre sur la sophrologie qui est une référence maintenant, enfin comme quoi, tu vois, la fille qui ne veut pas devenir sophrologue, en fait, fait de ça son métier. Et j'ai décidé que je n'allais pas me limiter aux danseurs et que je voulais non seulement aider les artistes, c'est toujours ma spécificité aujourd'hui, mais pas que. Et voilà. Et je suis arrivée en Seine-Saint-Denis. Enfin, il y a eu, après, le chemin se déroule comme ça. Mais voilà, moi, je pars de la passion contrariée. Et en fait,
j'ai vraiment compris aujourd'hui que cette histoire de passion contrariée, de pas être à sa place, d'avoir eu des croyances limitantes. T'as pas le corps d'une danseuse, on est vraiment dans la croyance limitante. Mais moi, Oui. c'est la danse, mais ça pourrait être t'es pas scientifique, t'es trop machin, t'es trop ceci. Mhm. Limite, en fait, des parcours et que, en fait, on peut se libérer de ça. Je vous le dis, non pas que je le crois, j'en donne la preuve, en fait. Et ça, c'est très important dans mon chemin. C'est pas des discours tout faits et je l'expérimente de près. Je deviens Oui. presque la preuve de ce que j'avance, en fait. Et je pense que ça touche énormément de gens. Et les passions contrariées, il y en a légion. Et c'est tellement dommage. C'est tellement triste, en fait. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je pense que Nora, Oui. ça parle d'audace, ça va te faire rebondir. On parlait de croyances et je sais que Nora, c'est quelque chose qu'elle parle beaucoup dans les podcasts. Elle prend plus la parole dessus. Elle en est elle-même un peu le fruit. Et du coup, je pense qu'elle va pouvoir peut-être te questionner un peu sur cette partie un peu de croyance qui est aussi liée à l'audace. Hein. Tout est, comme tu le Ouais. dis, hein, c'est un chemin, ça sous-entend ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action à faire, mais il faut déjà déconstruire avant de reconstruire. Si tu veux, Nora, peut-être basculer Exactement. sur des questions qui, je pense, vont émerger. Oui, carrément. Bah, dans ce que tu as dit, il y a plein de choses qui me sont revenues, même par rapport à mon propre parcours. Donc, c'est très intéressant de le voir en miroir. Mais j'ai envie qu'on parle là aux femmes du coup qui nous écoutent et qui ne sont pas encore passées par cette petite bascule, qui ont encore ces croyances et donc qui ne s'autorisent pas encore à être ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur d'elles déjà à ce moment-là. Et donc, ma première question, ce serait comment est-ce qu'on peut, au début, quand on n'y croit pas et qu'on a toutes ces croyances, commencer à déconstruire et à reprendre, enfin, à reconstruire ses propres croyances et des croyances aidantes. Tu vois, toi, par exemple, c'était le corps, c'était cette fameuse phrase, cette blessure par rapport à ton physique qui fait que tu as cru longtemps ne pas pouvoir être danseuse et donc être allée toujours un petit peu frotter, mais sans vraiment directement aller dedans. Comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à surpasser ces blessures et à changer ses croyances? Ouais, merci beaucoup Nora pour ta question parce que je suis quelqu'un du concret aussi. C'est-à-dire que je reste quand même un peu scientifique et pédagogue dans l'âme. On ne s'en fait pas totalement. Enfin, j'aime étudier les process et effectivement, tu parles d'action, Sabrina. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a l'intention, mais sans action, on peut rester à végéter pendant des années. Donc déjà, la prise de conscience, c'est le premier pas. Mesdames, déjà, c'est en fait la croyance. Pour un peu revenir aussi sur qu'est-ce que c'est, parce que voilà, que ce soit un petit peu clair. Oui. La croyance limitante, ça va être l'ensemble de pensées automatiques. Les pensées automatiques, c'est les petits pop-up qui viennent dans notre tête, un peu comme les notifications de téléphone, au moment où, comme un cheval, on est devant l'obstacle, qu'on a très envie de sauter cet obstacle, d'aller derrière, parce qu'on sait que derrière, c'est formidable, mais qu'on n'y arrive pas. Et là, sans qu'on ait demandé à qui que ce soit, il y a plein de pensées qui viennent. Je peux pas, je sais pas, c'est trop dur. Et vraiment, on ne demande pas. Ça, je vous invite à les noter, par exemple. Parce que déjà, on a de la matière. Alors, on a de la matière de quoi patouiller, un peu comme de la pâte à modeler. On a de quoi travailler. Ces pensées automatiques, ces petits pop-up, bien souvent, on peut les classer, on peut les rassembler dans des grandes familles qui vont nous donner la croyance limitante. La croyance limitante s'énonce comme une vérité toute faite, qui n'a où on n'a même pas pris le temps de donner des contre-exemples, alors qu'il y en aurait des tas. Je n'ai pas le corps d'une danseuse, c'est une croyance limitante. Les femmes ne savent pas conduire, c'est une croyance limitante. Bien sûr qu'on pourrait y opposer des choses, mais si, Gaëlle, tu as le corps d'une danseuse, certes pas classique, mais regarde d'autres corps dans la danse. Les femmes ne savent pas conduire, mais bien sûr, on peut y arriver, mais n'empêche que c'est engrammé comme un petit driver, on parle de conduite, c'est vraiment un petit programme qui guide notre existence. Donc, si c'est ce programme qui guide votre existence, mesdames, et que par exemple, vous voulez passer le permis de conduire, et que votre croyance, c'est les femmes ne savent pas conduire, vous ne l'aurez pas, même si vous êtes hyper bonne conductrice. Donc, c'est déjà de le noter et d'accepter que, alors, elle vient d'où cette croyance? On peut aller faire une recherche en thérapie pour le pourquoi. C'est pas mon objet à moi, le pourquoi, parce que je pense que parfois, il n'est pas accessible, que par moment, on n'a pas forcément envie d'aller déterrer les vieux cadavres, même si je trouve que la thérapie est une excellente porte d'entrée. Moi, j'ai adoré faire la psychanalyse, la psychothérapie, parce que ça a été la phase de la compréhension pour moi. Mais c'est surtout de se dire,
elle vient de quelque part, donc elle peut venir de l'éducation, elle peut être culturelle aussi. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu aussi dans mes accompagnements. Il y a des choses qui sont liées à nos cultures. Elles peuvent être sociétales, elles peuvent être celles de papa, maman, enfin, bref. N'empêche que ici et maintenant, souvent c'est de l'enfance, hein, c'était mon cas, c'est une croyance qui est engrammée dans l'enfance. Bah, quand on est enfant, on croit ce que nous disent nos parents, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais là, depuis l'âge adulte, on peut se poser la question de est-ce que cette croyance est vraie pour moi? Et c'est vraiment ce que j'ai déconstruit. Est-ce que vraiment c'est vrai pour moi que je n'ai pas le corps d'une danseuse? Bah, il a fallu que j'aille au bout du monde aux Philippines pour que quelqu'un me dise Girl, you're a great dancer, tu es une super danseuse. Bon. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on a compris que ce petit driver vraiment nous sabote l'existence, nous empêche de faire des projets merveilleux, tant que nous n'avons pas quelque chose pour le remplacer, on ne changera pas parce que la nature a horreur du vide. Et en tant qu'être humain, on est très attaché à notre zone de confort, même si elle est inconfortable. Donc, alors cette croyance aussi, ce qui est important, on parlait du corps, moi, il y a des indicateurs très forts, c'est-à-dire que la croyance limitante, parce qu'il y a des croyances qui ne nous limitent pas, dans ce cas, gardez vos croyances, les filles. Hein. On ne change pas ce qui ne nous limite pas, on go, go, go. Mais par contre, la croyance limitante, elle crée dans le corps souvent un état de stress. Regardez bien, de 0 à 10, si vous êtes 0, je suis hyper détendue, 10, je suis au taquet du stress. Souvent, on a un petit 5, 7, voire plus. Et elle crée dans le corps des sensations qui ne sont pas forcément agréables, sans faire de généralité, mais qui ferment, qui stressent, qui contraignent, voilà. Okay. Par rapport à ça, il faut qu'on essaye de trouver une croyance corollaire, une croyance de remplacement. Par quoi pourrais-je remplacer? Je n'ai pas le corps d'une danseuse. Je peux très bien danser. La danse est accessible à tous. J'ai le droit de danser. Souvent, la croyance corollaire est tournée de manière, enfin souvent, je pense que c'est important qu'elle soit tournée de manière positive parce que le cerveau ne comprend pas le ne pas. Hein. Donc, c'est plutôt, je peux le faire, je fais de mon mieux, enfin oui, des choses comme ça, plutôt que je n'ai pas, ça ne marchera pas. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre enfant intérieur, celui qui aime s'amuser. On va se mettre en mode de cette nouvelle croyance. Je me mets en mode, j'ai tout à fait le corps d'une danseuse. Et je vais voir dans mon existence ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment comme on met un costume, comme on aime se déguiser quand on est petit. Il faut que ce soit fun, hein, les filles, vraiment. Sinon, c'est fastidieux le changement. Donc, il y a un moment donné, il faut se donner un peu du jus. Et on va voir si en termes de stress, de 0 à 10, on est un peu moins. Et si les sensations ont changé, qu'elles sont peut-être plus agréables. Le corps va valider. Le corps sait toujours. Toujours. C'est nous qui ne savons pas l'écouter. Donc voilà, croyance limitante se change avec une croyance de remplacement. Mais comment on ose porter ce nouveau déguisement? Parce que c'est ça qui est, je pense, le plus dur, en fait, de s'autoriser à porter ce nouveau soi, d'oser se montrer différemment aux autres, qu'ils ont toujours connu d'une certaine manière. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que je vais me montrer d'une manière où les gens ne vont pas comprendre, en fait. Mais qui es-tu? Alors, il faut commencer par des situations simples. Je vais essayer de vous donner un exemple peut-être de ce que j'ai vécu récemment en séance. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. J'avais une femme qui ne savait pas choisir. Parce qu'en fait, elle avait toujours choisi ce qu'on avait choisi pour elle. Ça, c'est des chemins que j'ai très, très souvent. C'est-à-dire la route un peu toute faite. Papa, maman a dit que il faut faire un bac S. Hein, moi, j'ai eu vraiment ça aussi. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, si on veut récupérer son choix là-dedans, c'est compliqué parce qu'il y a des années de déshabituation. Et je lui ai dit, commence par un truc très concret. Restaurant. Entre deux plats, tu vas te poser la question dans le corps. Est-ce que je vais être plutôt brandade de morue ou escalope de veau, tu vois? Enfin, c'est des choses de se laisser guider et de faire ces petites sorties de jeu très simples. On ne peut pas aller dans le grand bain tout de suite. Donc, annoncer, ça y est, maintenant, je choisis, je suis une femme qui prend sa vie en main, tu vas te casser la gueule, vraiment, parce que c'est trop important. C'est une échelle, c'est l'Everest, en fait. On monte pas la montagne direct, on tourne autour pour monter. Et donc, des situations très concrètes de la vie quotidienne. Si, par exemple, je veux renouer, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle et que je veux renouer avec une part plus intuitive, plus de l'inconnu, sors sans téléphone pendant 3 heures, par exemple. Commence pour vivre un peu. Laisse-toi… Mais il faut l'expérimenter petit à petit. Sinon, ça va être vraiment des sorties de zone de confort trop effrayantes et ça ne marche pas sur le long terme. Moi, je suis partisane des petits pas.
pour moi, ce sont ceux qui changent tout. Je ne sais pas si Ouais, ça carrément. répondra à ta question. Si, carrément. Et en plus, je trouve que là, ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est on a l'impression des fois que petit pas, ça va rien changer, que bah oui, mais je vais faire ça, ok, c'est pas pour ça que, je sais pas, je donne un exemple, quelqu'un qui est très timide, par exemple, si j'ai plus envie d'être timide, bon bah je vais commencer petit pas peut-être à dire bonjour en regardant dans les yeux aux personnes que j'ai en face. Mais c'est difficile en fait au début, je trouve, de se dire juste de faire ça, ça va tout changer, alors que c'est vrai que ça change tout au fur et à mesure. Mais comment dire, il y a un peu ce truc aujourd'hui, je trouve, j'ai envie d'un résultat tout de suite. Et du coup, je m'autorise même pas à faire des petits pas parce que j'arrive pas à voir le résultat final, ce que ça va vraiment donner. Donc, je trouve ça inspirant de voir que même une personne qui est hyper accomplie comme toi, par exemple, qui est multicasquette, on l'a dit au démarrage, a commencé tout petit. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens. Et au final, ça va vite parce qu'on le voit, aujourd'hui, tout ce que tu as réalisé en partant certainement très petit, je pense que ça peut être inspirant pour les femmes qui nous écoutent. Mais en fait, oui, tout à fait. C'est une belle croyance sociétale, là encore, qu'il faudrait faire beaucoup, comme dans le travail. Il faut vraiment suer fort pour y arriver. Non. Enfin, non, pas forcément. En tout cas, ça, c'était moi, tu sais, ma grand-mère, ma mamie Simone, que j'adore, hein, vraiment, qui m'a beaucoup inspirée. N'empêche qu'elle avait une croyance qui m'a beaucoup limitée, c'était marche ou crève. Alors, je vais te dire qu'avec ça, le mode guerrière est activé. Donc, le mode féminin, réceptif, sensible, n'avait pas trop sa place, quoi. Et si les personnes sont… Moi, j'aime beaucoup le doute, le discernement. J'ai un podcast dans lequel, justement, mon prochain épisode, il parle de ça. Le doute, le libre arbitre et le discernement dans ce secteur, mesdames, est essentiel. Donc, même moi qui suis en train de vous parler, ne me croyez pas sur parole. Voilà, ça, c'est important. Par contre, si vous pensez que… Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Évidemment qu'il faut faire des grands pas. J'ai envie de vous dire, essayez d'en faire un petit, faites l'expérience et voyez ce que ça donne. En fait, votre expérience, elle va désengrammer la croyance qui est de « faut forcément que je fasse des grands pas ». Parce que quand tu vas le vivre, quand tu vas faire ta sortie sans téléphone, quand tu vas essayer de dire bonjour, même bonjour les yeux dans les yeux, on est déjà j'irai dans une étape un peu en dessous pour quelqu'un de timide, tu vas sentir dans ton corps qu'il y a un changement. Et c'est le petit caillou dans l'engrenage. Et c'est celui qui compte. Tu as un gros engrenage, mais tu fous un petit caillou dedans, je t'inquiète que c'est le bazar, hein. Ça change en fait le cours des choses. Mais faites et voyez ce que ça donne pour vous. Hyper important, le libre arbitre. Très important. Ok. Bah, c'est intéressant parce que tu commences déjà à parler du corps, Sabrina. Je pense que tu vas vouloir rebondir là-dessus. Oui, effectivement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, et je suis la première à être très concernée par ça, autant que les femmes que j'accompagne, mais alors on a chacun nos spécificités et toi tu as une spécificité qui est celle de passer par aussi le corps, effectivement. C'est pas anodin parce qu'on est toutes, et c'est pour ça que je me suis mise dedans aussi parce que je le sais, j'en ai conscience et je retravaille dessus, moi, sur ces dernières années, mais c'est ô combien important. Mais effectivement, le corps est un allié. Alors, même si des fois, quand on passe par un burn-out, tout ça, sur le coup, on peut se sentir un peu dans l'injustice de ce qu'on ressent. Mais finalement, en fait, le corps est un allié. Et tu as parlé tout à l'heure du fait d'écouter son corps et d'utiliser finalement cette matière, aussi bien que la parole. Le corps est aussi une matière qu'on peut utiliser pour se guérir, pour évoluer, pour changer, pour cheminer aussi. Et j'aime beaucoup cette approche. Et toi, tu as choisi d'utiliser une voie, mais ça aurait pu en être d'autres, comme tu l'as dit, mais de la sophrologie, qui est quand même basée donc sur le souffle de vie, sur la respiration. Et j'aimerais bien que tu puisses peut-être apporter ton regard et ta lumière par rapport à ça pour les femmes qui sont dans ce changement de vie. Elles peuvent aussi s'accompagner par le corps, notamment par la sophrologie, mais déjà, avant de voir un exemple concret, est-ce que tu peux rappeler un peu la définition pour celles qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient peut-être pas compris dans l'amplitude que ça implique dans le choix de changement de vie, dans nos changements, dans nos évolutions aussi de femmes, parce que nos corps évoluent. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même pour une femme. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'apport de la sophrologie? Comment ça aide les femmes? Qu'est-ce que c'est et comment ça peut nous aider? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est très, très riche, hein, ta question, ton partage. Alors, déjà, moi, il y a 2 outils, on va dire, même si je les vois plutôt comme des philosophies de vie,
qui ont vraiment été très aidantes et c'est mon chemin et peut-être il y a plein d'autres disciplines qui existent. Après, moi, j'aime bien aussi me dire qu'une fois qu'on a choisi un chemin, c'est bien de suivre ce chemin-là aussi parce qu'on est on a pléthore d'outils et c'est très bien en ce moment, mais je pense qu'à force d'avoir trop d'outils, on n'a pas d'outils en fait, enfin, on ne peut pas les explorer. La méditation et la sophrologie, pourquoi? Parce que j'ai envie de parler des deux parce que maintenant, je les allie et tout en ayant conscience qu'elles sont différentes parce que souvent, elles sont associées dans une espèce de bazar comme ça. Sophrologie et méditation sont des pratiques psychocorporelles, toutes les deux, qui sont voisines. La méditation, c'est l'entraînement de l'esprit. Elle est très aidante parce que moi, elle a aidé mon mental super cogitator, parce que alors je suis quelqu'un qui carbure, mais vraiment à fond, à faire un pas de côté. C'est-à-dire que, mesdames, nous pensons tout le temps. Donc, le bouton stop, ça n'existe pas. Sinon, vous êtes à l'hôpital. Encéphalogramme plat, donc on va éviter d'emmener les Simones dans cet état-là. Par contre, nos pensées, il y a beaucoup de femmes qui se prennent la tête. Et d'ailleurs, il est avéré que scientifiquement, les femmes se prennent plus la tête pour tout un tas de raisons. Pas tellement des raisons physiologiques, mais des raisons aussi culturelles, sociétales. La charge mentale qui pèse sur les femmes est importante et je pense qu'aucune de vos auditrices ne dira le contraire. Par contre, on peut faire un petit pas de côté par rapport à ces pensées. C'est-à-dire, nos pensées, on en a 60 000 à 80 000 par jour, pour vous donner un petit peu une moyenne. Donc, ça ne s'arrête jamais. Et elles sont souvent orientées dans deux temporalités. En fonction, peut-être chaque Simone va se reconnaître, mais il y a le passé, si j'avais su, les regrets. Et puis, on refait l'histoire. J'aurais dû lui dire ça. Ça peut être sentimentalement sur la famille, etc. La culpabilité des mamans. Ou vers le futur. En ce moment, les informations en continu, donc ça aussi on arrête, mais nous emmène dans mais que va-t-il se passer pour ce monde? Qu'est-ce qu'on va devenir? Le seul temps dans lequel il n'y a pas de problème, c'est le moment présent. La méditation est un entraînement qui nous ramène dans ce temps présent en essayant de dire j'ai tout un tas de pensées, mais je ne suis pas obligée de les suivre. La pensée pourrait être demain, j'ai Simone et Janine qui viennent dîner. Oh mon Dieu, j'ai rien dans le frigo. Ah, il va falloir que j'aille faire les courses. Et blablabla, c'est parti, on n'est plus du tout dans le moment présent. S'entraîner à ramener notre attention dans notre expérience, c'est un truc que vous savez faire déjà en fait. La méditation, on sait déjà le faire. Exemple, vacances, super coucher de soleil. On est émerveillé, le temps s'arrête. Ou alors on est à fond dans son ouvrage, sa couture, un plat qu'on est en train de cuisiner et là on pense à rien d'autre. C'est ça la méditation. C'est juste ça. Donc il n'y a pas de compétences qu'on n'a pas. Par contre, la méditation invite à entraîner cette compétence comme un muscle. Donc, il y a ce retour qui me semble important pour toutes les cogitations. Et la méditation aussi dit qu'on accueille l'expérience telle qu'elle est. Donc, ça veut dire qu'on accueille les choses chouettes, mais aussi les choses moins chouettes. Et ça m'a beaucoup plu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de rappeler. La vie n'est pas agréable, toujours. Ça, vous n'avez pas attendu Gaël Piton pour le sentir. Et la méditation, là où je trouve qu'elle est forte, où elle est puissante, c'est qu'elle nous aide à faire face à ce désagréable sans vouloir forcément le transformer tout de suite en positif. Parce que ça, c'est encore une grande pression qu'on se donne. Mais comment je fais quand j'ai du chagrin? Comment je fais quand j'ai un deuil? Comment je fais quand je perds mon job? Comment je fais quand mon gosse est malade, en fait? C'est ça les outils du dev perso pour moi. C'est ça leur utilité. Donc la méditation, c'est vraiment ces bras grands ouverts sur bienvenue. Donc, un petit tip que je peux donner aux Simone, par exemple. Un truc arrive dans votre vie qui est désagréable. Ce que l'on fait, c'est qu'on a envie que ça s'arrête ou on a envie de se casser ailleurs. Ça, c'est la réaction de fuite, c'est notre partie animale. Moi, je vous invite à rester avec, c'est-à-dire bienvenue. Ok, bienvenue. Tu parlais du burn-out tout à l'heure. Oui. Le corps est toujours un allié dans le burn-out. Attention, c'est simplement qu'on l'a cramé. On n'a pas écouté les murmures. On n'a pas écouté quand il nous chuchote, on n'a pas écouté quand il nous a parlé, donc on est obligé de l'entendre quand ça gueule. C'est ça en fait. Les mots du corps n'ont fait que s'intensifier. Simplifier. La sophrologie, créée en 1960, donc elle est un petit peu plus récente que la méditation qui date quand même de plus de 2500 ans. On n'est pas sur la même temporalité. Créée par un neuropsychiatre, Caicedo, professeur Caicedo, et en fait, en 3 mots, j'aime bien la définir simplement, un travail sur la respiration. Donc là, vraiment, il y a une intention aussi à apprendre à se servir
de notre respiration pour, par exemple, nous détendre, mais pas que de la détente en sophrologie, à apprendre à se détendre effectivement. Donc, respiration, on travaille sur la respiration, relâchement musculaire, c'est le deuxième axe, et la visualisation. Alors ça a été pour moi une énorme découverte. C'est-à-dire que nous avons la capacité formidable d'imaginer des situations. J'ai un nouveau job et je m'éclate, je réussis un spectacle, je réussis un projet, je pars faire ce voyage formidable, ce trek, je ne sais pas, avec tous nos sens. C'est pas seulement je vois, c'est je ressens. Donc pour le spectacle, tu vois, moi je l'ai fait aussi, c'est-à-dire que chaque jour j'ai imaginé que le spectacle se passait bien, mon texte était fluide, la danse était ok, les gens étaient contents. Et là, dans mes cellules, j'ai senti tout ça. J'ai respiré, j'ai goûté, j'ai touché. Et en fait, ton corps ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire là-dedans. Pour lui, ça existe en fait déjà. Donc quand on a un projet, mesdames, déjà, on va essayer de le visualiser. Pas forcément précisément. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir, mais simplement sentir la présence et sentir que c'est impossible. Et on va gorger toutes nos cellules de ça. La sophrologie, du coup, c'est vraiment la réconciliation corps-esprit et l'apprentissage de l'écoute du corps. Ça s'apprend comme le vélo. C'est bon signe pour les femmes parce que, enfin, femmes, bien hommes sûr, d'ailleurs. pour tout le monde. Et voilà. C'est quand Bienvenue. même quelque chose qui est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, ça s'apprend. Ça veut dire que c'est pas grave si on ne sait pas le faire aujourd'hui, on peut l'apprendre. Et bien C'est sûr. génial comme ouverture. Bien sûr, et on parle du corps, donc on a tous un corps. La grande force de la sophrologie, c'est son adaptabilité. Donc, il y a tout un tas de techniques. Alors, évidemment, les gens viennent pourquoi en sophrologie? Pour se détendre, pour mieux dormir. Je vous donne les deux motifs, le top 3, et gérer les émotions. On va accueillir les émotions. Moi, j'aime pas dire gérer. Donc, il y a la confiance en soi, le schéma corporel, c'est-à-dire sentir son corps. Ça donne beaucoup de confiance. Vous avez vu ce temple que l'on a, cette machinerie formidable qui fait des tas de trucs pour nous sans qu'on s'en rende compte. On marche, on respire, on bouge. Waouh, mais gratitude, c'est fascinant. Et en fait, plus on travaille à écouter son corps, plus on va être bon en prévention des maux du corps. C'est pour ça qu'on est si efficace sur les burn-out, la prévention du burn-out. Voir le voyant de la voiture qui s'allume avant que ça soit trop tard, en fait. Donc, les deux s'articulent très bien, en fait, mais ne travaillent pas tout à fait sur les mêmes choses. Et alors, si je suis une Simone, je dois faire un changement professionnel. Donc, souvent, je le vis pas très bien ce moment-là parce que déjà, c'est inconfortable parce que je ne sais pas vers quoi je vais. Je suis en chemin, mais ce chemin, il est souvent, on utilise le mot de brouillard, etc. Donc, je ne suis pas hyper à l'aise. Je dois sortir de ma zone de confort, mais je ne suis même pas sûre que ce soit vers quelque chose qui me plaise, etc. Et donc, je suis un peu dans tout ce sentiment. En général, j'ai un petit bagage avec moi qui n'est pas forcément d'ailleurs ultra positif, parce que si j'en suis venue à me poser des questions, c'est qu'a priori, je me suis pris 2-3 murs qui n'ont pas été forcément très agréables à entendre, pour le coup. Quel exercice on pourrait proposer un premier pas, un premier petit pas? On parlait tout à l'heure de petits pas. Est-ce que tu aurais une proposition de premier petit pas sur quand je me sens dans cet état-là? Qu'est-ce que je peux faire qui est possible et qui est aussi réaliste dans une vie mouvementée et un intérieur qui est un peu tempétueux? Alors, il y aurait plusieurs axes parce qu'évidemment, toutes les Simones sont singulières, même si on dit que Simone, toutes les femmes sont différentes avec leur singularité. Donc, évidemment, tout ça mériterait d'être précisé pour savoir de quelle Simone on parle. Mais on peut tirer plusieurs fils en fonction de ce qu'on va sentir. Tu disais tout à l'heure, je ne sais pas vers où je vais. C'est effrayant pour l'être humain de ne pas savoir vers où il va. Et c'est aussi pour ça qu'on aime autant être sécurisé dans des chemins plutôt sécure, ce qui veut rien dire, parce que c'est pas parce que vous avez un CDI que vous êtes sécure en fait. Ça, c'est une belle croyance aussi. On peut donc se dire, si j'avais une page blanche, si tout était possible, si j'avais une baguette magique, un peu à la Mary Poppins, tu vois, ça ressemblerait à quoi? Je ne sais pas vers où je vais, je sais ce que je veux plus. En général, on a une bonne connaissance de ce qu'on veut plus. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Je serais où? Qu'est-ce que je respirais? Moi, je ferais plus appel au sens, justement, parce que préciser un boulot, par exemple, on parle même pas de ça pour l'instant. Comment je me sentirais? Est-ce que je serais plus légère? Est-ce que je serais plus heureuse?
Est-ce que je me sentirais plus épanouie? Est-ce que mon travail aurait du sens? Est-ce que chaque jour, je me dirais, waouh, ce que je fais, c'est bon pour les êtres humains? Toi, de préciser la destination. Parce que comme ça donne envie de se mettre en route. Voilà, ça, ce serait pour la motivation. Tu parlais moi j'ai vu le sac à dos quand tu as parlé des trucs lourds. Bah, on peut aussi aller vider un peu le sac à dos. Si vous faites une randonnée, c'est quand même mieux de voyager léger, vous avancerez mieux quand même, hein. Donc, on peut déposer, rendre ce qui ne nous appartient pas. Combien de femmes se trimballent les sacs à dos qui ne sont même pas les leurs? Donc, les filles, on peut s'occuper du vôtre, hein. Mais alors, papa, maman, la tante Janine, et puis, je ne sais pas quoi d'autre, la croyance limitante de les femmes, tatata, peut-être on n'a pas besoin de ça. Mais déjà, il faut savoir quelles pierres sont dans votre sac à dos. Et on peut aussi faire ce travail physique. Alors moi, je suis très kinesthésique, je suis très dans le mouvement, parce que je crois que symboliquement, on peut faire beaucoup de choses. On peut mettre peut-être des petits papiers avec en disant, bah ça, c'est ma croyance de les femmes ne peuvent pas le faire. Je fais une petite boulette, je mets dans mon sac à dos. Et j'en mets. Et en fait, en conscience, je vais aller les enlever. Comme si je les… Là, on fait des choses très fortes, hein. L'air de rien, c'est simple, mais c'est très puissant. On enlève symboliquement des pierres du sac à dos. Ça peut être aussi une façon de nous donner de l'élan. Et regardez les personnes qui vous inspirent. Moi, je suis très inspirée. Je ne suis pas jalouse, par contre. Ah, ça, c'est encore un autre sujet. Mais j'adore regarder, me dire, mais s'ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Les Simone, là, moi, je monte sur scène, j'ai 44 piges, hein. Je viens de faire 2 fois mon spectacle. En tout, j'ai touché 700 spectateurs. C'est inimaginable. Je veux dire, je vous parle d'un truc qui est vécu, là. Tout est possible. Vous êtes la porte, la serrure et le verrou, les filles, hein, et la clé. Voilà, donc j'aurais envie de dire ça. Après le ressenti, j'aurais envie de dire, sentir, c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude. Donc peut-être un peu plus tard dans le podcast, si vous êtes d'accord, je vous proposerai mais peut-être 2-3 minutes, ou même si c'est maintenant le bon moment, vous me dites les filles, mais comment on fait juste pour sentir là le moment présent? Juste ça là, en fait, pour se dire que on peut faire taire les bruits du monde et se recentrer vers l'intérieur. Ça s'apprend. De laisser émerger cette matière. Peut-être on peut le faire là maintenant. Je me dis que c'est peut-être le bon moment. Et tu nous entraînes là, j'ai envie qu'on teste. Alors, juste, je vais faire quelque chose de très court parce que moi, je suis partisane d'une chose, c'est que cet exercice-là, après, il va vous appartenir. L'idée, c'est que vous puissiez le faire sans moi. Autonomie et liberté. Évidemment, au départ, on peut avoir besoin que quelqu'un fasse le chemin avec nous. Mais vous êtes l'experte du chemin, quand même. Après, l'idée, c'est de le faire régulièrement. Bien sûr, là, la baguette magique, c'était bien pour imaginer, mais la baguette magique dans le corps, ça n'existe pas. Ça demande de la répétition et un peu de discipline, au gros mot pour la plupart des gens. Mais je ne peux pas vous mentir, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus il va y avoir une familiarité, comme le sport, comme le vélo. Par contre, 3 minutes par jour, ça suffit. Mieux vaut ça que 45 minutes une fois par semaine. On se lâche la grappe avec les routines impossibles à tenir dans un quotidien de femme active, de maman, et peu importe, dans un quotidien quel qu'il soit. Donc là, on va faire sans matériel. Vous êtes peut-être en train d'écouter le podcast avec Sabrina et Nora depuis tout à l'heure, qui vont aussi faire l'exercice, comme ça je pourrais me servir de leur ressenti. Je vais simplement vous demander de bien vous asseoir, de bien vous installer, peut-être les jambes décroisées, les pieds posés au sol. Pour les mains, déposez-les tranquilles au niveau des cuisses. Et puis pour cette pratique, vous pouvez fermer les yeux, si là c'est possible. Alors si vous êtes en voiture, vous le ferez plus tard, hein. On ne ferme pas les yeux en conduisant, les filles. Ou simplement laisser les yeux entrouverts. C'est possible aussi en fixant un point au sol, 1 mètre, 2 mètres devant vous pour abaisser le regard. Avec cette intention que ces quelques minutes, eh bien, on va se tourner vers l'intérieur de notre corps. Et pour commencer, on va simplement accueillir notre respiration. Alors, accueillir, ça veut dire bienvenue à la respiration telle qu'elle est là tout de suite, sans rien changer. Le rythme de votre inspire quand vous prenez l'air à l'extérieur. Et le rythme de votre expire quand l'air est rejeté vers l'extérieur. Observez le rythme de la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente, plutôt rapide?
Est-ce qu'elle est plutôt courte, petite, ou est-ce qu'elle est plutôt ample? Et de sentir où ça respire dans votre corps. Est-ce que vous sentez plutôt la respiration dans la gorge, dans le thorax, dans le ventre? Est-ce que ça circule partout à la fois? Bienvenue à votre respiration telle qu'elle est ici et maintenant. Et aussi courte que soit cette pratique, vous allez très vite vous apercevoir que notre esprit pense en permanence. Donc il est tout à fait normal que vous ayez des pensées, des distractions. Mais l'expérience que je vous propose de vivre avec moi, c'est que dès qu'une pensée ou une distraction va venir vous rendre visite, vous allez tout simplement la laisser passer. Comme un nuage dans le ciel, comme une barque sur l'eau. Et vous ramenez toute votre attention, je dis bien toute votre attention, sur votre respiration. Dès qu'une pensée me rend visite, je la laisse passer et je ramène mon attention sur ma respiration. Et s'il faut le faire 10 fois, 100 fois, des milliers de fois, je vous invite à pratiquer autant de fois que nécessaire, puisque la méditation, eh bien, c'est un entraînement. Et là, ensemble, les Simones, nous sommes en train d'entraîner notre esprit. Et la proposition, c'est vraiment d'accueillir bien tout ce qui se passe, toutes les sensations, tous les mouvements du corps, qu'ils soient agréables, désagréables, neutres, c'est vraiment un grand bienvenu. C'est votre expérience et c'est très bien ainsi. Tout est juste. Tout est là, juste là. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il y a simplement à être dans le moment présent, dans votre expérience. Et puis quand ce sera OK pour vous, on peut faire durer ce moment autant de temps qu'on le souhaite. Je vous inviterai à prendre 3 grandes respirations un peu plus toniques, un peu plus vives comme ça. Bouger le bout des pieds, pianoter avec vos mains sur vos cuisses, peut-être à vous étirer, bâiller, grimacer. Et puis ouvrir les yeux si vous étaient fermés. Nous venons de nous faire un sas, une pause. Merci, Les filles. c'était génial. On est dans un autre état, là, tu vois. C'est incroyable comment ça change l'état d'être. Il y a Ça fait beaucoup du de bien. détente et je comprends cette notion d'entraînement parce que c'est pas facile d'être Mais parce que non. comme tu disais au début, il n'y a pas de bouton stop dans la tête et en même temps, on cherche pas non plus à l'avoir et se recentrer à chaque fois. Je comprends que ce soit un entraînement, je comprends. Ça demande un effort et ça peut ne pas être agréable et c'est OK. En fait, il n'y a pas de méditation ratée, il n'y a pas de Oui. méditation réussie. Il n'y a que des pratiques. Là, on entraîne. Un truc un peu… Après, tu vois, ce qui m'est venu peut-être de retirer de l'expérience, parce que là, évidemment, je ne peux pas demander à toutes les Simones, mais c'est aussi de comprendre que notre attention, on peut choisir où on la dépose. Oui. Mon attention, elle peut aller sur ma pensée, elle peut aller sur ma respiration, elle peut être sur moi, elle peut être sur les autres. À chaque fois que vous détournez, je pense notamment au regard de l'autre, parce qu'on a parlé de ça au tout début d'épisode, et ça, c'était très important aussi dans mon chemin, c'est-à-dire s'autoriser à être seul en scène pendant 1h15 devant 300 personnes. Je peux te dire qu'il faut avoir un peu bossé sur le regard de l'autre quand même.
Je ne suis pas exempte clair. ils vont me trouver nulle, je vais être ridicule. Tout ça, c'était présent dans la création et ça le Mhm. sera encore. Hein. C'est jamais fini. Mais par contre, on peut choisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me détourne vers la critique, je me détourne de moi, en fait. Donc, je ne peux plus travailler sur moi. Quand je vois la concurrence, quand je regarde sur Instagram tout ce que cette nana géniale a et que je n'ai pas, je me détourne de moi. Ramenez votre attention, vous avez compris, vous pouvez le faire, c'est un super pouvoir. Et votre énergie, comme par hasard, elle va où se dépose l'attention. Si je suis sur mon échec, ça va pas marcher. L'énergie qui va découler, c'est effectivement, ça va pas marcher. Mais qu'est-ce que ça donne si je me donne la possibilité que je vais pointer mon attention sur la réussite de ce que je vais faire? Mhm. Une énorme liberté. Et ça dépend de nous. C'est votre liberté, votre responsabilité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui dépend de moi? Alors, c'est très responsabilisant aussi, ces approches. Hein. Ça demande un peu de courage de se dire, bon, bah, je suis en partie responsable de ce qui m'arrive. Pas tout, mais il y a des choses que je peux changer. Celles que je ne peux pas changer, perdez pas votre énergie, ça ne sert à rien. Par contre, dans ma part de responsabilité, je peux choisir. Et franchement, moi, ça a été une révélation. Dans un Ouais. exercice aussi simple que ce qu'on vient de faire, il y a tout ça. Il y a aussi le mouvement. Vous avez senti que même dans une posture statique, tout bouge. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a le souffle, c'est chaud, c'est froid, ça circule, ça chatouille. C'est le mouvement. Tout est mouvement dans la vie. Rien n'est figé. Quand c'est figé, c'est là que c'est problématique. Redonner du mouvement. Donc les Simone, vous savez, vous pouvez juste bouger votre corps. Ça, c'est redonner du mouvement. Voilà, je change l'état de figement dans lequel je suis, qui m'empêche d'agir souvent ou qui me fait procrastiner. Voilà, Mhm. il y a tout ça dans cet exercice extrêmement simple, mais très puissant. J'adore. C'était vraiment, vraiment top. Tu as Mhm. dit quelque chose, j'aimerais rebondir dessus sur se libérer de la validation extérieure. C'était pas prévu, mais j'en parle quand C'est même. un énorme sujet. Parce que c'est un énorme sujet et je trouve que bah, du coup, tu es très inspirante là-dessus parce que moi, je t'ai vue sur scène à Caen et la manière dont tu arrives sur scène, les habits que tu choisis aussi de porter. On sent que tu es libre dans ce que tu as envie de transmettre et de comment tu as envie de te présenter aux autres. Et vu d'où tu partais, puisque tu en parlais, tu avais quand même cette blessure liée à ton corps, donc certainement aussi beaucoup au regard que l'autre porte sur toi et sur ta façon de te montrer à l'autre dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu as réussi, toi, à te libérer? Est-ce que déjà tu en es libéré ou est-ce que finalement on n'en est jamais vraiment libéré? Et ce serait quoi les petits tips que tu peux donner pour tous les rêveurs contrariés là qui nous écoutent et qui certainement sont contrariés parce qu'ils ne s'autorisent pas à cause du fameux regard de l'autre? Non, je ne suis pas libérée du regard de l'autre. Ce serait hyper présomptueux de dire ça, parce que par contre, j'avance sur ce chemin-là. Il y a des couches, quoi. Et les couches ne sont pas forcément agréables. C'est-à-dire que dans un chemin et encore, je le dis en toute proportion gardée, tu vois, je ne suis pas une rock star ou Lady Gaga. Je suis Lady Gaga, elle, moi, tu vois, je suis un cran en dessous. J'adore. Plus tu vas vers ça, plus tu t'exposes vraiment à la critique, à la jalousie dont je parlais, parce que ça, c'est important, c'est un sentiment que moi, je ne connais pas, par exemple. Et ça a été très difficile de comprendre que dans la vision du monde des autres, ça pouvait jouer contre moi, d'être dans la lumière. Alors après, mais en tout cas, de prendre la parole, d'être une femme qui prend la parole. Il prend sa place aussi, ouais. Qui prend sa place. Ça, quand tu interroges les gens, tout le monde te dira « je rêve de ça ». Mais vraiment, ça déplaît à beaucoup de personnes. Déjà aussi, là, il y a quelque chose, tu vois, que je touche ici et maintenant avec le seul en scène que je touchais pas autant, c'est être une femme qui prend la parole et qui va sur scène. À Caen, quand tu étais là, j'étais la seule speakeuse sur les 4 à parler d'audace, seule femme. Ça dit beaucoup de choses. C'est encore un autre sujet, mais celui-ci, en ce moment, dans mon ici et maintenant, tu vois, il est vraiment quelque chose qui m'anime. Le rejet, je l'ai connu et j'ai une blessure par rapport à ça. C'est très difficile pour moi. Donc, pour monter sur scène, pour faire un seul en scène, déjà, il a fallu des étapes. Ma conférence TEDx, déjà, m'a valu énormément de soutien. C'était Danser sa vie aussi, une autre version plutôt conférence. Mais il y a des personnes à qui le simple fait que j'ose et que je m'autorise, en fait, ça dépend même pas de moi. Si tu veux, ça renvoie le fait que eux ne l'ont pas fait. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, ça, j'y suis pour rien. Ça parle même pas de moi.
Oui. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est de comprendre déjà, parce que moi, je passe beaucoup par la compréhension. Et ensuite, je fais descendre dans mon corps. Et c'est pour ça que les gens qui viennent me voir, je pense que c'est des personnes qui ont besoin de faire descendre. Et c'est un peu ça, ma zone de génie. Je crois que j'arrive bien à faire descendre dans le corps parce que je suis passée aussi par là. Tu ne pourras pas être aimé de tout le monde. Tu auras beau faire les meilleures actions du monde, il y a toujours des gens qui vont te détester. Donc, sois OK avec ça. Il y a un livre qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé » qui m'a beaucoup parlé, moi, et qui a déjà posé ça comme préambule de moi, j'étais très people pleaser, vraiment. Je suis quelqu'un d'hyper généreux, je suis quelqu'un de gentil, en fait, mais j'ai dû aussi apprendre à mettre des limites. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal parce que j'étais vraiment dans le don, mais quitte à perdre mon énergie aussi parfois. Donc, en fait, je ne prenais pas soin de moi là-dedans. Commence par toi. Là aussi, j'ai compris que ce n'était pas égocentré, égoïste. C'est le truc de l'avion qu'on donne souvent, dire s'il y a des turbulences, mets-toi le masque d'abord et ensuite tu vas aider les autres. Moi, j'avais un truc très… je ne suis pas catholique du tout, ce n'est pas ma confession, mais j'avais un truc très sacrificiel, qui était engrammé dans ma culture, en fait, de il faut donner, Mais attends, mais il y a des gens, ils prennent ta lumière, hein, clairement, cocotte, attention. Hein. Donc ça, je m'y suis exposée. Et ça, en fait, je crois que ce qui m'aide, moi, dans mon chemin, c'est d'être tout le temps accompagnée. J'investis énormément sur moi, sur mes accompagnements, même quand le business est difficile, que peut-être je me dis c'est pas raisonnable, Gaëlle, là, y a pas… C'est la priorité. Et en transgénérationnel, en thérapie, en coaching, en tout, hein, et je ne cesse d'avancer. Et donc je continue le chemin. Mais effectivement, la critique, les retours, il faut comprendre une chose. La communication, c'est A qui donne un message à B. Déjà, il faut s'assurer que les trois sont OK, que A est d'accord de communiquer, que le message est clair et que B est d'accord pour recevoir. Mais j'ai toujours, ce qui dépend de moi, c'est que j'ai toujours la possibilité de savoir où va le message. Est-ce qu'il va me pénétrer ? Est-ce que le fait qu'on va me critiquer, je vais l'autoriser ? Alors, c'est bien la critique, ça fait avancer, attention. Hein. Mais parfois, ça n'a pas sa place. Donc, en fait, autant que ça glisse comme sur les plumes d'un canard, disait ma mamie Simone. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. J'ai le choix que dans cet espace sacré, je peux t'autoriser à ne pas rentrer aussi. Oui. Et ça, je l'ai appris vraiment à mes dépens. J'ai subi des rejets extrêmement violents dans ma famille par rapport au fait que je suis une femme artiste, par rapport au fait que j'ose, même avec mon premier bouquin, j'ai halluciné à quel point poser un livre, ça allait avoir des répercussions. Moi, je me disais, j'écris sur la méditation, ça va, c'est pas un sujet trop… Enfin, ça peut être polémique, mais quand même, on n'est pas sur un truc… Et en fait… Le simple fait de poser, donc les personnes, femmes, là, Simone, qui veulent écrire un livre, préparez-vous, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est le fantasme de tas de gens. Mais la différence entre quelqu'un qui veut écrire un livre et moi, c'est que moi, je l'ai fait. Je me suis mis dans l'action chaque jour à mon bureau pour le faire. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein. Mais ça renvoie des trucs d'incapacité. Et ça, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que ça ne parle pas de toi. Mais c'est violent. J'ai vraiment traversé des déserts. Mais il a fallu ça pour le seul en scène. Je pense que j'aurais pas pu oser ça si j'avais pas été OK avec des rejets. Et surtout venant de ta famille. Enfin, je trouve que c'est encore plus fort et blessant quand ça vient de ton cercle numéro 1, de ton cercle proche. Bien sûr. Là où, évidemment, une critique de ton spectacle, d'une personne que tu connais pas, ou de ton livre, ça glisse beaucoup plus facilement. Là où ça demande vraiment justement de travailler sur soi et de faire tout ce travail de qu'est-ce que ça vient dire de l'autre, est-ce que je l'autorise, en fait, il faut qu'à un moment ça parte de quelque chose qui nous touche vraiment, je pense, pour commencer ce travail, parce qu'autrement c'est facile de dire ça glisse, mais non, ça glisse pas avec… non, mais quand tu te prends la porte de la gueule, tu la prends… Enfin, je me suis pris les portes de saloon, tu vois, c'est même pas… Et ça a été très, très dur. Mais j'ai quelque chose en moi qui me dit, ma vérité, mon authenticité et ma congruence, c'est la chose pour moi la plus importante, ma liberté. Donc, être une femme libre, oui, ça a un prix. Alors, on sait que dans certains pays, c'est évident. Et c'est encore un autre sujet et c'est certainement beaucoup plus difficile de se libérer, mais c'est un prix, je dirais tout le temps. Mais voilà, après, c'est pas… c'est ton chemin et tu sais, on arrive seul dans cette vie, on repart seul. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est que la seule personne qui a la responsabilité de ton chemin, c'est toi, en fait. Donc c'est dur. Donc oui, je comprends. Et dans les parcours d'artistes, moi, j'ai écouté beaucoup de parcours de femmes autrices, artistes. Et en fait, il y a toujours cette histoire de rejet. J'ai l'impression que
Alors, est-ce qu'elle est dans chaque histoire de femme? Peut-être, en tout cas dans ces femmes artistes. Et en fait, j'ai une détermination par contre et une foi qui, si elle est ébranlée, et ça m'arrive très souvent qu'elle soit ébranlée, renaît toujours. Parce que j'ai foi en le chemin. Mais pour ça, j'ai eu besoin d'aide. Seule, j'aurais pas pu. Bien sûr. Un rejet violent comme ça, tu peux en mourir en fait quand même dans ton corps. Et je sais très bien ô combien le corps, il peut manifester des choses si on… Voilà. Et après, plus tu as une clarté sur ton chemin, c'est pas que tu es au-dessus des autres, pas du tout, mais tu as une ouverture qui fait que chacun sa part, quoi. Si les personnes ont envie de se foutre dans des vieux mécanismes toxiques, c'est pas ton problème en fait. Mais c'est dur. Et quand c'est ta famille, il y a beaucoup de croyances, tu vois. Je suis passée un peu aux croyances limitantes qui sont, c'est quand même ta famille. Bien sûr. Si les gens font de la merde, famille ou pas, non, stop. Oui. Tu vois, donc le chemin n'est vraiment pas linéaire. Et ça, dans le spectacle, je le dis, c'est-à-dire que vraiment, je me mets dans cette vulnérabilité-là pour dire, moi aussi, j'ai eu les mains vraiment dans la merde. Faut pas croire, en fait. La partie lumière est une petite partie. Mais par contre, c'est mon chemin. Et je suis fascinée toujours de tout ce que ça apporte. Donc, c'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, je trouve que tu remets le doigt sur l'essentiel, c'est-à-dire que oui, c'est dans la difficulté par moment, pas tout le temps, ça passe aussi par la difficulté. Par contre, ça apporte tellement plus que le point de départ où on était, que la petite zone des fois dans laquelle on s'est contrainte, et ce que ça vient quand même révéler chez nous et ce que ça vient nous apporter, c'est quand même qu'en fait, on est hyper forte et capable et que ça peut se faire et que tout le monde peut le faire. Et je trouve que c'est important d'avoir des gens aussi comme toi, tu vois, qui sont déjà passés par ces étapes-là pour dire, vous avez vu, c'est OK, ça passe. OK, des fois, il faut sortir un peu la fourche et des fois, il faut être un petit peu dans la dualité, etc., envers soi-même, principalement d'ailleurs, mais ça passe. En fait, ça se fait et c'est important d'avoir des gens comme toi qui ont ce level un peu de ça y est, ça, je l'ai fait. Donc, vous avez vu, c'est possible. Et ça a été le sujet notamment de l'échange, et j'aimerais bien qu'on puisse en finir là-dessus parce que c'est important pour nous. Ça a été le sujet, le premier truc qui est venu un peu nous interpeller dans l'échange qu'on a eu ensemble la première fois, toutes les trois, sur le fait qu'effectivement, tu as écrit des livres. Et une des raisons qui font que tu as écrit, c'est parce que tu as remarqué quand même, tu as pris la mesure que il n'y a pas de femmes qui l'ont fait sur ces thématiques, sur ces sujets. Il n'y a pas de femmes de référence. Et on te remercie du coup d'en être, parce que c'est important. C'est important pour les prochaines que ça va venir inspirer. Mais est-ce que tu peux nous dire, par rapport justement à ça, à cette casquette d'auteur, d'autrice, qu'est-ce qui t'a donné la pulsion de le faire et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui si quelqu'un devait commencer par peut-être d'ailleurs une première réflexion, un premier chemin, en s'appuyant ou pas, mais en s'appuyant peut-être aussi sur un de tes livres qui a été peut-être un outil que tu as utilisé, ce serait lequel, tu vois? Il y a beaucoup à chaque fois, j'ai des tiroirs qui viennent suite à ta question. Merci beaucoup. Je vais revenir un tout petit peu sur une précision qui me semble très importante. Tu as parlé de force, de la force de la femme. Moi, je crois qu'elle se trouve dans notre plus grande vulnérabilité aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais très warrior aussi, très, très côté, en fait, masculin, c'est-à-dire action, guerrière, les armes, go, go, go. Je suis très comme ça. Mais en fait, ma vraie puissance, je ne l'ai pas connectée là, je crois, maintenant. Alors peut-être parce que je vieillis un peu, mais tu vois, il y a aussi ce truc de dire, on n'est pas parfaite, on a le droit de pas y arriver, on a le droit de trouver que c'est trop, on a le droit d'avoir du chagrin, tu as le droit d'être effondré par terre et de ne pas savoir, tu as le droit de ne pas avoir la bonne technique avec ton môme parce que tu sais, tu vois, c'est le dépouillement personnel presque plutôt que le développement, tu vois. Il y a un moment, quelque chose où j'ai enlevé des couches. Et ça c'est important parce que je voudrais pas qu'on croie qu'il faut être forte. Ça renforcerait en fait ce qui se passe en ce moment avec les femmes qui sont Wonder Woman, quoi. Alors oui, il y a ça, mais pas que. Et traverser ses ombres, accueillir sa vulnérabilité, sa fragilité, ça a été pour moi un vrai travail qui je pense, est très important actuellement. Voilà. Alors pour l'écriture, déjà le premier bouquin, je pense que j'aurais pas écrit si on m'avait pas demandé de le faire. Parce que je ne me serais pas du tout en 2018 autorisée à dire Gaëlle Piton va écrire un livre sur la méditation. Jamais. Mais on est venu me chercher parce que j'avais une expertise de terrain,
intéressante, qui est donc, comme tu l'as dit, en Seine-Saint-Denis. Et qu'en fait, j'ai trouvé ça, le côté pédagogue, un peu curieux. Moi, j'aime bien parler simplement de choses complexes et je pense que c'est un vrai exercice de style. Je me suis dit, les personnes que j'ai au quotidien, alors j'aime beaucoup Christophe André qui a beaucoup démocratisé la méditation, mais moi, Christophe André, ça ne leur parlait pas aux gens que j'avais parce que c'était trop perché, c'était trop mental, c'était inaccessible. Puis la forme du livre, déjà, voilà, peut-être était un peu effrayante. Donc je me suis dit, ok, je sais. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que Gaël Piton va pouvoir écrire sur la méditation, quoi. En gros, c'était ça ma question. Hein. J'ai écrit pour ces gens en me disant, je voudrais écrire à la personne qui veut découvrir ça, qui n'y connaît rien, mais aussi celle qui pratique et qui a oublié une chose essentielle, c'est que nous sommes des éternels débutants en méditation. Donc les gourous spirituels, basta. T'es pas meilleur que moi depuis 50 ans et je suis pas meilleur que vous si vous commencez aujourd'hui, moi qui médite depuis 25 ans. L'humilité. Donc c'est parti comme ça. Et la question de la femme autrice, elle n'est pas venue tout de suite. Elle est venue pendant la promotion de ce premier livre, où j'ai eu pas mal d'interviews. Tu sors un bouquin, voilà, bon, c'est chouette. Hein, et où une journaliste m'a demandé, ça fait quoi d'être une femme qui écrit sur la méditation? Et je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, j'ai bugué, comme, tu vois, on ne capte pas. Rien à répondre. Ce qui est quand même rare, parce que j'ai quand même en général des trucs à dire, tu vois. Et ça m'a vraiment questionnée de ne pas répondre à cette question. Parce que je me suis sentie, je sais pas, je n'étais pas OK avec ça. Et puis, je suis allée en librairie. Et puis, j'ai vu que, alors, il y a des femmes qui écrivent, je ne suis pas la seule, et il y en a plein, etc. Mais sur cette niche-là de la méditation grand public, il se trouve que quand j'étais en librairie, je me disais, les grandes références, c'est Christophe André, Fabrice Midal, Frédéric Lenoir. Il n'y a pas de jugement sur leur travail dans ce que je dis, n'empêche que ce sont des hommes. Et donc, c'est devenu, c'était les prémices peut-être, une forme de fierté parce que les livres écrits par les femmes, c'était sur la méditation et les enfants. Donc, je me dis, on est dans un secteur qui est censé libérer les esprits, on reproduit exactement les mêmes choses. Et en fait, là, de monter sur scène et de côtoyer peut-être des plus grands noms, entre guillemets, du développement personnel, d'être un peu plus identifié pour certains sujets comme une référence, je me dis que le problème, il est loin d'être réglé, les filles, hein, parce que ça me demande 15 fois plus d'efforts que pour un homme, ça c'est sûr. Et que toutes les affiches, même du dev perso, cet exemple de camp, même si les organisateurs sont tip-top, je pense que c'est tellement conscientisé que sur l'audace, 99% de femmes dans la salle, sur la scène, une femme, 3 mecs. Moi, je ne sais pas, j'ai envie qu'on pose la conscience là-dessus 5 minutes. Donc, nous avons la responsabilité de ça. Donc, il y a quelque chose dans la femme autrice. Alors, moi, je dis auteur avec un E. Mais bon, il y a des vastes débats, mais je trouve ça plus joli. C'est juste une question d'esthétique. Et pour moi, c'est féminisé comme ça. C'est vrai que ça vient seulement maintenant, au bout de 6 bouquins, tu vois, de me dire « Ah, quand même, je suis une femme qui écrit et ça demande un effort supplémentaire. » Et plus je vais le dire, plus je vais mettre la conscience. Donc, à Caen, j'ai fait une petite intervention là-dessus. J'avais demandé avec les organisateurs si c'était OK, mais juste de dire, voilà, observons ce qui se passe là. Nous sommes, nous les femmes, aussi responsables de ne pas prendre notre place. Parce qu'une femme, elle n'ose pas y aller parce qu'elle attend d'être 100% compétente. Moi, je m'inclus dedans. Hein. Avant d'oser prendre la parole, ça m'a demandé limite de cocher toutes les cases de validation universitaire. Tu vois, j'ai fait un coaching à l'université. Mais alors que je pense que les hommes n'ont pas le même process, ils y vont, ils tentent, quoi. Et donc, ils prennent la place. Donc, eux, ils sont responsables de prendre la place, mais nous, notre responsabilité sur laquelle on peut travailler, c'est de prendre notre place en tant que femme. Donc ça, c'est devenu quelque chose où je me dis, maintenant, j'ai la voix, j'ai des audiences, donc j'ai du pouvoir là-dessus, c'est-à-dire de diffuser cette parole-là. Après, tu me demandais le livre qui là, comme ça, illustrerait le plus finalement ce cheminement, c'est « Et si l'on faisait un pas de côté » aux éditions Le Duc, parce qu'il raconte tout ce cheminement avec des exercices pratiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis dit, voilà ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui moi est venu me soutenir? Ok, c'est ça. Et je propose un exercice. Donc, ça permet de… En fait, que ce soit dans le spectacle, dans la conférence TEDx, dans le livre, mon chemin n'est qu'un prétexte. On s'en fout, en fait, de Gaël Piton, vraiment. Ce qui compte, c'est si ça peut vous inspirer et vous donner à vous aussi de danser votre vie. C'est ça qui m'obsède, moi. Et je pense qu'avec le spectacle, je peux maintenant, vu que j'ai fait mes premières, ça y est, je peux dire comment ça se passe. Je pense que ce qui vient toucher les gens, c'est cette part en eux oubliée et ça leur donne envie d'agir. Et donc, si c'est ça, mais waouh! Là, effectivement, c'est ça le sens de mon existence. Et après, il y a des livres plus généralistes sur la méditation, c'est quoi? Parce que c'est important de savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas.
Attention, quand je suis allée en Seine-Saint-Denis travailler dans un milieu, et je travaille beaucoup, beaucoup dans le champ social aussi avec les musées, j'aime bien, moi, avoir cette action-là, c'est important de bien savoir ce que tu fais quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de dérives. Libre arbitre. Observez ce qu'on vous dit. Si on vous dit des trucs un peu tout faits, sans exemple concret, sans quelque chose qui va fitter dans votre expérience. Toi, tu parlais, Sabrina, au départ de « je ne suis pas assez », mais moi, je l'ai eu tellement, cette croyance. Et je l'ai parfois encore, je ne suis pas assez. Et à un moment, j'ai dit « merde, je ne suis pas assez, j'ai 6 bouquins, conférences TEDx, je suis journaliste. » Tu vois, il y avait des choses, même sans ça, tu vois, je suis assez, j'ai le droit de vivre, je n'ai pas besoin de gagner ma vie, je l'ai, ma vie, on l'a toute en fait. Mais je me suis dit, c'est qui va se donner l'autorisation? Et j'ai pris la place. Je suis rentrée dans le game, en fait. Ça a toujours été ça. N'attendez pas qu'on vous donne votre place. Vous l'attendre longtemps. Hein. Moi, j'attends pas dans le couloir. On laisse pas bébé dans un coin. Dirty Dancing, c'est mon film préféré. J'adore. On ne vous laisse pas dans un coin. À moins que tu aies autorisé qu'on te laisse dans le coin. Non. Mais bon, ça, c'est une déconstruction aussi. Hein. Ah, c'est génial. La référence Ah bah écoute, voilà. Elle est merveilleuse. Mais tu as fait des références tout au long qui étaient merveilleuses. Mais moi, je suis assez imagée. J'aime bien les images, effectivement, parce que je me dis, il faut que ça parle. Et dans le spectacle, tu vois, je chante du Marilyn Monroe, du Dalida, parce que je crois vraiment à ce truc. Il faut arrêter d'être perché, quoi. Moi, j'avais voir plein de conférences de dev perso. Je suis enthousiasmée, mais à la fin, je me dis, mais dans ma vie, ça ne marchera pas, ça. Donc, je me culpabilise en me disant, ah putain, je suis nulle. Non, mais moi, je ne veux pas que les gens sortent comme ça de mon spectacle. Je veux qu'ils se disent, si elle l'a fait, bon, alors on peut le faire. Vraiment, Génial. Voilà. Génial, ouais. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. On pourrait parler pendant des heures. Mais Sabrina, elle nous fait des questions à tiroir. Moi, j'ai envie de tout tirer, mais bien sûr. Mais il y aurait mille et une choses à dire. Mais vraiment, une chose peut-être à retenir, tu vois, si vraiment il y avait un truc, c'est qu'est-ce qui dépend de vous? Mais posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce qui dépend de vous? Prenez votre responsabilité. C'est votre plus grande liberté. Vraiment. Et le chemin commence maintenant. C'est pas demain. Il n'y a peut-être pas de demain, en fait. Go, quoi. C'est là le meilleur moment. C'est le moment présent, en fait, pour commencer. Petit pas. J'adore. Et ben, ce sera le mot de la fin pour le podcast. Pour celles qui veulent te voir en spectacle, peut-être est-ce que tu peux nous en dire plus? On mettra tous les liens de toute manière d'accès à tes livres, à ton spectacle, à tes réseaux sociaux pour celles qui veulent peut-être échanger avec toi et puis te découvrir plus en profondeur. Mais où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'il y a des dates à venir? Parce que même pour nous, ça nous intéresse. Ouais. Alors, je suis en cours de… Là, je l'ai donné à Nantes en octobre, à Lyon en novembre. Donc, je sens vraiment, c'est la création. Là, je suis en contractualisation de dates en Ile-de-France et ailleurs, parce que maintenant, le spectacle commence à être vu. Donc, le bouche-oreille se met en place. Danser sa vie, c'est un seul en scène. C'est difficile à décrire parce que à la fois, je chante, je danse et il y a tout un moment de raconter. En fait, je suis mon parcours, mais en donnant des clés dans la narration. En fait, l'idée, c'est vraiment de, 1, vous faire kiffer, 2, vous émouvoir quand même, et vous donner les clés pour que vous sortiez du spectacle en vous disant, maintenant, moi, comment je danse ma vie, quoi. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est un shoot de bonne humeur, mais de profondeur, parce que je pense que je suis juste moi, en fait, j'incarne ça, mais aussi bien en atelier qu'en séance, je suis la même personne, hein, ça c'est important, même si j'arrive un peu en pin-up, tu fais allusion à mes tenues, c'est moi quand même, c'est juste une partie protégée de moi, mais il n'y a pas de grand écart entre, si tu me croises dans la rue, je vais être comme ça en fait. Donc ça, les infos, le mieux c'est d'aller sur mon site, en fait, gaelpiton.com. Il y a vraiment toutes les infos, toutes les actus. Et j'ai une newsletter. J'aime beaucoup, en fait, ce moyen de communication, même si je suis présente évidemment sur les réseaux sociaux, parce que ça me permet de m'adresser directement aux personnes. Voilà. Et puis, en ce moment, j'ai un programme que j'ai développé qui est hyper accessible sur 15 jours. 15 jours pour justement libérer votre corps et transformer votre vie. Donc, chaque jour, un exercice méditation, sophrologie ou autre pratique qui nécessite, entre 5 et 10 minutes de votre temps par jour pour vous montrer que même en 15 jours, c'est possible. Alors, vous ne transformerez pas toute votre vie, mais déjà de renouer avec son corps et d'avoir des pistes, de déclencher cette expérience. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que c'est le produit, comme on dit, qui est vraiment accessible pour tous. Et puis, les livres, évidemment, en librairie, avec joie. Et puis, ces podcasts, bravo à vous, les filles, parce que c'est un sacré travail et que c'est tellement important de continuer à diffuser ça. Plus les femmes prennent la place, plus on les entend, plus ça donnera envie et plus le monde changera. Donc, merci à vous d'être des
colibris aussi de cette expérience-là. Merci beaucoup, C'est Gaëlle. nous qui te remercions, vraiment un grand merci, mais on mettra effectivement tous les liens pour que les femmes elles puissent peut-être aller plus loin aussi et venir gratter un peu sur tout ce que tu fais et peut-être avoir cette possibilité de tester. Alors, donc, c'est bien en lien sur ton site aussi. Hein, Oui, tout est là sur mon site. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye vraiment je suis très présente pour ma communauté, en fait. Ça, c'est très important pour moi. Je peux encore le faire, voilà, parce que je remplis pas le Stade de France. Donc, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis très contente. Vos retours, vos partages. Ça me fait toujours plaisir aussi d'entendre vos parcours. Eh ben, merci beaucoup, Gaëlle. Vraiment, Merci à vous. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. Merci. Les Simone, on vous remercie. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et encore merci à Gaëlle. N'hésitez pas à aller voir sur son site et à gratter un petit peu plus loin tout ce qu'elle a à vous proposer, à vous faire découvrir. On vous souhaite une belle semaine. Ciao.